Comment est-il possible qu'en Inde, on vende une voiture neuve pour 7 000 $ ou moins, alors qu'aux États-Unis, il faut presque 18 000 pour monter dans quelque chose de décent? C'est une question qui flotte dans l'esprit de millions de personnes chaque année. Une sorte de mythe moderne. Une promesse non tenue du rêve américain sur roue. Et pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. Pendant des décennies, les États-Unis étaient synonymes de liberté. Liberté et asphalte. Le pays où sont nés les muscles cars, les cabriolets longs comme des bateaux et les autoroutes infinies. Dans les années 70, tu pouvais acheter une voiture neuve pour l'équivalent d'environ 10 000 $ actuels. C'était une époque où une voiture était simplement cela, une voiture, 4 roues, un moteur et une destination. Mais, quelque chose a changé. Le prix moyen d'une voiture neuve aux États-Unis avoisine aujourd'hui les 18 000 $. Et si tu oses en demander une avec certaines commodités de base, climatisation, un écran central et peut-être des freins décents, tu paieras plus que ce que coûtait une maison aux États-Unis. Dans les années 80. Alors, où sont les voitures bon marché? La réponse courte est, elles existent, mais pas ici. Dans des pays comme l'Inde, la mythique Tata Nano se vendait à son lancement pour l'équivalent de 500 $. Oui, vous allez bien lu. En Chine, la Beat Goal, une voiture électrique moderne, coûte moins de 11 000 $. Au Mexique, des modèles comme la Wiz En Marche ou la Chevrolet Aveo se trouvent facilement dans la fourchette de 10 000 à 13 000 $. Alors, pourquoi aux États-Unis tu ne peux même pas t'approcher de ces prix? Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement du produit. Il s'agit du système. L'industrie automobile américaine, loin de vendre des voitures, construit des illusions. Ici, on ne te vend pas un moyen de transport, on te vend une histoire. Le SUV qui te fait te sentir puissant, le camion qui te transforme en maître de la route, la berline qui reflète ton succès professionnel. Et dans ce jeu de mirage, les voitures bon marché n'ont pas leur place. Un exemple, il y a quelques années, Chevrolet a lancé un modèle appelé Spa, petit, économique, fonctionnel, et bien qu'il ait eu une certaine acceptation, il n'a jamais décollé. Pourquoi? Parce qu'il était perçu comme une voiture de pauvres, d'étudiants, de perdants, des mots durs, mais réels. Aux États-Unis, la valeur d'une voiture ne se mesure pas seulement en chevaux-vapeur, mais en fonction de ce qu'elle semble que tu peux payer pour elle. Et c'est la clé pour comprendre le mythe. Dans d'autres pays, avoir une voiture bon marché est synonyme d'intelligence financière. Ici, cela est souvent interprété comme un échec économique, une idée alimentée par des décennies de culture publicitaire, de films et du désir éternel d'avoir plus que le voisin. Ainsi, tandis que le monde avance vers des véhicules accessibles, durables et pratiques, aux États-Unis, il reste piégé dans une paradoxe. Plus tu as besoin d'une voiture bon marché, plus ils la rendent chère. Mais ce n'est que la surface. Imagine que tu vas chez le concessionnaire à la recherche d'une voiture simple, fonctionnelle, sans luxe. Quelque chose qui te transporte du point A au point B sans vider ton compte bancaire. Et pourtant, tu en ressors avec un SUV. D'une valeur de 38 000 $, 7 ans de dette, des paiements mensuels de 650 et une assurance qui t'étouffe. Comment diable cela s'est-il passé? Bienvenue dans le système de consommation américain, une machinerie aussi précise qu'invisible. Ici, il ne s'agit pas de vendre des voitures, il s'agit de vendre de la dette. Le crédit aux États-Unis n'est pas un complément. C'est le moteur de la consommation. Presque personne n'achète une voiture content. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que le système n'est pas conçu pour cela. Il est conçu pour que tu paies des intérêts, des assurances, des garanties prolongées et des accessoires inutiles pendant des années. J'explique. En 2010, les durées de financement les plus courantes étaient de 60 mois. Aujourd'hui, la norme est de 84 mois. C'est-à-dire, 7 ans à payer pour quelque chose qui, en 3 ans, a déjà perdu la moitié. La moitié de sa valeur. Et les sociétés financières adorent ça, parce qu'elles ne gagnent pas sur la voiture, elles gagnent sur ton impatience. Et c'est là que la voiture bon marché devient un problème pour eux. Si aujourd'hui il existait des véhicules neufs à 9 000 $, beaucoup de gens les paieraient comptant ou avec des crédits très courts, à faible intérêt. Cela ne convient ni aux banques, ni aux sociétés financières, ni aux concessionnaires, car ils perdent le marché le plus juteux, celui du financement. Je vais te le montrer en chiffres. Une voiture de 35 000 $ financée sur 7 ans, avec un taux d'intérêt modéré, peut te faire finir par payer. Payer plus de 45 000 $ au total. Ce sont 10 000 $ supplémentaires qui ne vont pas aux fabricants, mais au système financier. Et ce n'est pas tout. À ce prêt, tu ajoutes l'assurance, qui dans de nombreux États est obligatoire et très chère. Et si tu n'as pas un bon historique de crédit, on te pénalise avec des taux plus élevés, des acomptes importants et des assurances spéciales. Ironiquement, celui qui peut le moins payer finit par payer plus. C'est un cercle parfait. Mais parfait pour eux, pas pour toi. Maintenant, on pourrait penser que s'il y avait plus de voitures économiques, la concurrence obligerait à baisser les prix, n'est-ce pas? Oui, mais pour cela, il faudrait permettre à des marques étrangères, comme des YD ou Bulin, d'entrer fortement sur le marché. Et tu peux déjà imaginer qui n'est pas très d'accord avec ça. Les voitures bon marché ne mentent pas à cause d'un manque de technologie ou de matériaux, elles mentent parce que le système a besoin que tu restes endetté. Et ce n'est pas une conspiration, c'est une statistique. Aujourd'hui, 85% des voitures neuves vendues aux États-Unis sont financées. Cela représente des centaines de milliards en intérêts. Et personne n'est prêt à tuer cette poule aux œufs d'or. Imagine que tu es propriétaire de l'une des 3 grandes marques de voitures aux États-Unis. General Motors, Ford ou Stellantis ont investi des milliards dans des usines, de la technologie, du marketing et surtout, dans la consolidation de votre position comme l'un des piliers de l'économie nationale.
Et maintenant, une marque chinoise apparaît et vend une voiture électrique pour 10 000 $. Non seulement elle est bon marché, mais elle est moderne, efficace et fonctionnelle. Qu'est-ce que ça dit? Spoiler, tu ne fais pas concurrence, tu fais pression. L'industrie automobile américaine n'est pas seulement une industrie, c'est une force politique. Elle a des tentacules à Washington, dans les syndicats, dans les médias et dans les réglementations. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis les années 50, ces entreprises ont influencé des décisions gouvernementales qui affectent directement l'économie. Précisément quels véhicules sont fabriqués, comment ils sont vendus et combien ils coûtent. Te souviens-tu des normes d'émission, de sécurité et d'efficacité? En théorie, elles sont là pour nous protéger. En pratique, elles sont souvent des outils pour augmenter artificiellement le coût d'entrée des concurrents étrangers. Par exemple, aux États-Unis, une charge réglementaire est imposée, ce qui augmente considérablement le coût de production des petites voitures. Des éléments comme les airbags latéraux doubles, les renforts structurels, les tests de collision spécifiques et la technologie de surveillance qui sont obligatoires et qui augmentent le coût de base de tout véhicule. Sont-elles nécessaires? En partie, oui. Mais le résultat final est qu'une voiture bon marché, pour se conformer à toutes ces normes, cesse d'être bon marché. Pendant ce temps, les marques traditionnelles en profitent pour justifier des prix plus élevés et éviter la véritable concurrence. Et n'oublions pas le célèbre cas de la Chicken Tax, une taxe de 25% imposée sur les véhicules légers importés, instaurée dans les années 60, soi-disant comme une mesure de représailles économiques. Aujourd'hui, il est utilisé, dans la pratique, pour protéger les camionnettes et les VUS fabriqués localement, limitant sévèrement l'entrée des véhicules de grande taille. Alternative, moins cher de l'étranger. Oui, la liberté de marché, jusqu'à ce que cela affecte mes ventes. Mais, ce n'est pas tout. T'es-tu déjà demandé pourquoi les voitures les plus abordables finissent par disparaître des catalogues? Des modèles comme la Chevrolet Sonic, la Ford Fiesta ou la Toyota Yaris ont été abandonnés aux États-Unis, bien qu'ils continuent d'exister dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que vendre un SUV à 40 000 $ avec les mêmes coûts de production qu'une compacte à 16 000 est beaucoup plus rentable. Même ligne d'assemblage, mais marge de profit triplée. Et alors les concessionnaires, qui gagnent aussi? Ils gagnent plus avec les voitures chères, cessent de promouvoir les modèles économiques, les cachent au fond du lot ou ne les commandent même pas en inventaire. Ainsi, on crée l'illusion qu'il n'existe plus de voitures bon marché. Mais c'est une illusion construite intentionnellement. Au fond, l'industrie a appris une leçon. Il vaut mieux vendre moins d'unités, mais beaucoup plus cher, à un public endetté qui ne sait pas dire non. Et si cela implique de fermer la porte à des marques plus accessibles ou d'écraser des modèles économiques qui fonctionnent, ils le feront. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de mobilité, il s'agit de contrôle du marché. Parce qu'aux États-Unis, on n'achète pas une voiture par nécessité, on l'achète pour prouver quelque chose. Et cela, bien que cela puisse paraître superficiel, est l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les voitures bon marché n'ont pas d'avenir dans ce pays. Aux États-Unis, la voiture a toujours été un symbole de liberté, de progrès et de statut. Des gigantesques Cadillacs qui ont défini les années 60 aux SUV noirs aux vitres teintées qui semblent aujourd'hui être l'uniforme du succès silencieux. Et c'est là qu'entre l'une des grandes tragédies du marché automobile. Les voitures bon marché ne s'intègrent pas dans cette narrative. Si tu conduis une petite voiture, austère, sans écran ni lumière LED, la première chose que les gens supposent, c'est que tu traverses une mauvaise passe. Oui, même si tu l'as acheté content, sans dette et par pure intelligence financière. Parce que le succès dans cette culture doit paraître cher. Peu importe si tu paies 800 $ par mois pour quelque chose dont tu n'as pas besoin. Tant qu'ils le voient, tant qu'ils l'entendent rugir, tant qu'il brille, alors ça en vaut la peine. Et c'est pourquoi les marques qui ont essayé d'introduire des véhicules plus accessibles se sont heurtées de plein fouet à ce mur culturel. Te souviens-tu de la Tata Nano? Une voiture ultra bon marché d'Inde, annoncée comme la moins chère du monde. Le projet était ambitieux. Ils voulaient la mener en Amérique et casser le marché, mais ils ont commis une erreur fatale. Ils l'ont promue comme une voiture bon marché. Et aux États-Unis, c'est comme porter un t-shirt qui dit « Je n'ai pas d'argent ». Il n'est même pas entré sur le marché. La même chose est arrivée à la SIO Unique, une voiture compacte de Toyota, moderne, urbaine, frêle et totalement ignorée. La raison? Trop petit, trop bon marché. Dans un pays où même le café est servi en taille extra large, une voiture de moins de 3 mètres de long ne transmet tout simplement pas de statut. Pendant ce temps, les voitures les plus vendues ne sont pas les moins chères. Ce sont les camions géants, les SUV à 7 places, les muscle cars redessinés avec des moteurs V8 inutiles, des véhicules qui, dans d'autres pays, seraient considérés comme des luxes extrêmes. Ici, ils sont la norme aspirante. Et cela a des conséquences, car cette obsession pour la voiture qui dit qui vous êtes n'influence pas seulement les décisions personnelles, elle affecte aussi les véhicules que les marques osent lancer. Personne ne veut produire quelque chose qui sera perçu comme un échec. Ainsi, les marques investissent des millions dans un design agressif, dans des intérieurs avec d'énormes écrans, dans une peinture qui semble sortie d'un film de science-fiction. Tout cela pour que tu te sentes important au volant. Et cela, évidemment, augmente les coûts. Mais la grande question est, que se passe-t-il si soudainement? Soudainement des véhicules électriques sûrs, bien conçus et bon marché faisaient irruption sur le marché. Imaginez qu'un chargement de voiture électrique compacte, bien équipé, moderne et avec un prix de départ de 10 000 $, arrive demain au port de Long Beach. Pas d'occasion, pas de reconstruction, pas de pièces détachées ambulantes, neuves. La première à descendre est une BY DC Agule, cette petite voiture électrique qui est déjà une révolution silencieuse en Chine.
Autonomie suffisante, design jeune, écran central, climatisation, tout le nécessaire. Mais son plus grand péché, aux yeux de l'industrie américaine, est celui-ci. Elle coûte moins cher que ce qu'on te facture ici pour un scooter électrique haut de gamme. La réaction du marché ne serait pas de la célébration, mais de la panique, car si ces voitures arrivent vraiment aux consommateurs américains, sans barrières, sans tarifs douaniers absurdes ni réglementations gonflées, des millions de personnes choisiraient de les acheter comptant, sans leasing, sans financement, sans 7 ans de dette, et cela mettrait tout le monde en échec. Tout le système. Les sociétés financières perdraient des milliards en intérêts. Les fabricants verraient s'effondrer les ventes de leurs modèles les plus lucratifs. Les concessionnaires se retrouveraient avec un stock de voitures à 40 000 $ que personne ne veut financer. Même les assureurs perdraient, car ces voitures pourraient coûter moins cher à réparer ou simplement ne pas justifier des assurances si coûteuses. Et n'oublions pas le plus important. Le consommateur gagnerait. Pour la première fois depuis des décennies, le citoyen moyen pourrait accéder à une voiture neuve, moderne et fonctionnelle, sans avoir à hypothéquer ses prochaines années de vie. Il pourrait consacrer son argent à d'autres choses, épargner, voyager, investir, entreprendre. Et cela, pour un système basé sur l'endettement constant, est une menace existentielle. Alors, que fait les États-Unis face à cette possibilité ? Ce qu'il a toujours fait, serrer les rangs. Nous le voyons déjà. En 2024, le gouvernement a commencé à durcir les réglementations pour les marques étrangères, notamment chinoises. De nouvelles barrières de sécurité, des normes de connectivité et des standards techniques sont créés qui, en théorie, protègent le consommateur, mais qui, en pratique, lui ferment la porte. La porte à la voiture bon marché. Une narration médiatique subtile mais constante est également promue. Les voitures chinoises sont dangereuses, elles ne respectent pas nos normes, elles sont une menace pour l'industrie locale. Tout cela peut contenir une part de vérité, mais aussi beaucoup de stratégies commerciales déguisées en patriotisme. Car ce n'est pas que ces voitures ne peuvent pas respecter les standards, c'est que les respecter leur coûterait tellement qu'elles ne seraient plus bon marché. Et cela, pour ceux qui sont déjà dans le jeu, est le résultat parfait. Mais, je ne te le dirai pas. Tout est perdu, avec la mondialisation technologique, avec la pression croissante des consommateurs qui ne veulent plus s'endetter pour un volant, avec l'explosion des réseaux sociaux montrant des modèles économiques d'autres pays. Le nid commence à se fissurer. La question n'est plus, pourquoi n'existe-t-il pas de voitures bon marché ? La question est, jusqu'à quand pourrons-nous continuer à justifier leur absence ? Et c'est la graine du changement. Car bien qu'aujourd'hui il semble impossible de voir des voitures à 10 000 $ dans les rues de New York ou de San Diego, l'histoire nous a appris que lorsque la technologie progresse et que le marché en a assez, aucun lobby ne peut arrêter l'inévitable pour toujours.